Le matin du 19 mars 2002, Jeff Johnson, un détective de l'Unité nationale contre les crimes de haute technologie du Royaume-Uni, entre dans la demeure d'un jeune Britannique. Dormant sur le divan depuis moins d'une heure, Gary McKinnon est réveillé par le détective. La chose que j'entends, c'est « Gary McKinnon, Gary McKinnon !» Puis en me réveillant, je vois ce que je pense être un détective de l'Unité nationale des crimes de haute technologie. Ainsi que prirent fin les activités informatiques nocturnes du jeune Gary McKinnon, mais que débuta une longue saga juridique entre l'Angleterre et les États-Unis. Ceci a donc initié, sur une période de combien de temps s'est déroulée la saga juridique qui s'en est suivie? Près de 11 ans, de mars 2002 à octobre 2012. L'extradition du hacker surnommé Solo vers les USA étant au cœur du débat. Mais qu'a donc fait le jeune hacker pour susciter l'intérêt de la justice américaine au point d'en exiger l'extradition? Eh bien, il s'agit des ordinateurs de l'armée, de la marine, de la NASA et du Pentagone. Au moment de son arrestation en 2002, Gary McKinnon était accusé d'avoir pénétré dans au moins 97 ordinateurs du gouvernement américain. De ce nombre, 53 de ces ordinateurs appartenaient à l'armée américaine, 26 à la marine, 16 à la NASA, 1 au département de la Défense et 1 à l'armée de l'air. Sur une période s'étendant sur près de 2 ans, le jeune pirate informatique s'est promené au travers des réseaux informatiques de plusieurs institutions du gouvernement américain pour tenter de découvrir les preuves d'une présence extraterrestre et de technologie à énergie libre pour les révéler au grand public.
En dépit de la menace d'extradition en sol américain qui pèse sur lui depuis plus d'une décennie, ainsi que la possibilité d'y purger une peine de prison pouvant aller jusqu'à près de 70 ans, Gary McKinnon aurait tout de même réussi à susciter l'intérêt du public quant à la possible existence d'un programme spatial clandestin. Je me suis donc rendu compte qu'il devait s'agir de base spatiale, une base spatiale secrète. Son incursion dans les systèmes informatiques de ces institutions militaires américaines lui aurait permis de découvrir, entre autres choses, une liste de noms d'officiers non terrestres naviguant pour le commandement spatial des États-Unis. Liste qu'il aurait découvert dans le système informatique du commandement spatial lui-même. J'ai découvert une liste d'envois qui était intitulée, dans le haut de la colonne, c'était indiqué « officiers non terrestres ». Les officiers non terrestres, je crois, étaient dans le système de la marine, avec les grades et les noms, et sur une page séparée, il y avait un onglet indiquant du transfert de matériel entre vaisseaux. Pouvez-vous faire une estimation du nombre de vaisseaux sur cette liste? Environ 8 ou 10. Selon McKinnon, ceci ne signifie pas nécessairement que ces officiers sont des extraterrestres, mais que ceux-ci font partie d'un groupe de militaires affectés à des missions en dehors de notre planète à bord de vaisseaux spatiaux fonctionnels. Afin d'en avoir le cœur net, le hacker aurait également pénétré à l'intérieur des ordinateurs du Centre spatial Johnson et plus précisément dans le bâtiment 8 où Donna Hare avait déclaré lors de l'audience du projet Révélation de Stephen Greer en 2001 que c'était à cet endroit que les photos brutes de la NASA étaient stockées pour y être ensuite retouchées avant de les transmettre dans le domaine public. Toujours selon Donna Hare, qui a travaillé de 1967 à 1981 à titre de conceptrice graphique pour Philco Ford Aerospace, un sous-traitant de la NASA. Après ça, j'ai décidé que je me mettrais à poser des questions aux autres personnes qui travaillaient là, et j'ai découvert que je devais le faire loin du site et non pas sur les lieux de mon travail. Mais à l'édifice 8 du Centre spatial Johnson, on n'y faisait pas que des retouches sur des photos de la NASA. Donna Hare, qui a conduit sa petite enquête après qu'un de ses collègues lui ait montré qu'on enlevait délibérément les preuves d'OVNI des photos de la NASA, a rapidement réalisé que l'agence spatiale américaine était aussi impliquée dans la destruction de clichés trop explicites, d'un point de vue ufologique. Un gars m'a dit qu'on lui avait demandé de brûler des photos avec l'ordre de ne pas les regarder. Et il y avait une autre personne qui le surveillait pendant qu'il brûlait les photos, mais la tentation de les regarder était trop forte. Il en a donc pris une pour la regarder, et il a eu le temps de voir un ovni sur la photo, avant d'être frappé violemment à la tête. Il a été assommé par l'autre individu par un coup de crosse en plein front, et il est devenu très méfiant par la suite. C'est sur la base de ces allégations que Gary McKinnon aurait orienté sa recherche et ainsi pu voir le cliché d'un vaisseau en forme de cigare photographié au-dessus de l'hémisphère terrestre dans un des ordinateurs du Centre spatial Johnson. Et ce que j'ai vu occupait la moitié ou les 2/3 de l'écran. Mais il s'agissait de l'hémisphère d'une planète. Je crois qu'il s'agissait de la Terre, car elle était bleue et c'était nuageux. Et on voyait une forme de cigare classique. Donna Hare raconte aussi que les astronautes de la NASA étaient également soumis à un protocole spécial dès leur retour de mission. Elle cite l'exemple d'un de ses collègues dont la tâche avait été d'assister les astronautes qui avaient été mis en quarantaine après avoir été sur la Lune. Il m'a dit que les astronautes de la mission Apollo ont vu des vaisseaux sur la Lune lorsqu'ils se sont posés dessus. Ces astronautes qui appartenaient à l'une des missions Apollo lui avaient dit que des vaisseaux les avaient suivis durant leur trajet et qu'il y en avait de posés sur la face cachée de la Lune. C'est seulement après avoir fait signer des ententes de confidentialité et pris grand soin d'expliquer aux astronautes les sanctions prévues s'ils venaient à parler publiquement de ces rencontres exotiques que ces derniers pouvaient regagner leur demeure. Et c'est ce qu'il m'a dit, et il avait peur. Il a dit que les astronautes devaient garder ça secret, qu'ils avaient l'obligation de ne pas en parler.
Sous le couvert d'exploration spatiale pacifique se cacherait un organisme dont les secrets en lien avec les ovnis et les projets militaires classifiés remontent aussi loin qu'aux années 40. Rappelons que la NASA a été fondée en 1958 sur les bases de la NACA. Bien qu'étant officiellement un organisme civil américain, il semble que la NASA, tout comme la NACA, son prédécesseur, a toujours collaboré étroitement à l'avancement de programmes militaires classifiés, notamment ceux en lien avec la rétro-ingénierie de vaisseaux extraterrestres récupérés par l'armée américaine. Comme en témoigne l'extrait suivant tiré de documents top secrets datés de 1952, on peut voir de nombreuses allusions quant à l'implication de la NACA dans le développement de technologies classifiées du secteur militaire. Dans sa contribution au programme Majestic pour le développement de moteurs atomiques, les membres du comité et leur association avec la Commission de l'énergie atomique, les forces armées et la NACA ont conseillé Majestic pour le développement d'un réacteur à fission nucléaire pour des études de propulsion en vol. Comme on le verra plus loin, la NACA ainsi que plusieurs autres organismes du gouvernement américain ont été impliqués dans de nombreux projets de recherche et développement hautement classifiés. En raison de la sensibilité de ceux-ci, certains de ces projets sont encore gardés secrets aujourd'hui. Il en est ainsi pour tout ce qui touche aux avancées technologiques militaires relatifs aux voyages spatiaux interplanétaires. Les moteurs atomiques de vaisseaux construits ici sur Terre rencontrent plusieurs problèmes en raison de la dimension et du poids de leurs réacteurs et des écrans anti-radiation. De tels moteurs nucléaires pourraient donner une portée illimitée aux vaisseaux qui en seraient dotés. Et à ce propos, Edward Teller, le père de la bombe H, avait dit dans les années 80 « Nous ne sommes pas engagés dans une course aux armements, mais plutôt dans une course pour perfectionner l'intégration de la technologie OVNI. » À la fin des années 90, un informateur aurait pris contact avec un ufologue américain pour lui fournir des documents contenant des informations sensibles. L'informateur en question, du nom de Thomas Cantwell, aurait œuvré au sein d'une unité spéciale de renseignement nommée Unité des phénomènes interplanétaires. Cette unité aurait été formée par le général Marshall en 1942, après que ce dernier fut confronté à des événements de nature extraterrestre à Los Angeles. Un événement particulier que plusieurs appelleront par la suite la bataille de Los Angeles. Bien que le crash de Roswell soit le plus connu de l'histoire ufologique en général, il est important de noter que celui-ci était loin d'être le seul. De nombreux autres écrasements et récupérations d'objets volants exotiques ont eu lieu, et ce, dès le début de la Seconde Guerre mondiale. En février 1942, la ville de Los Angeles est survolée par des aéronefs inconnus. S'attendant à une invasion de l'ennemi, la 37e batterie antiaérienne tirera près de 1430 obus sur ces vaisseaux mystérieux. Cet événement particulier, qualifié comme la bataille de Los Angeles, aura contribué à la capture d'un de ces vaisseaux inconnus par l'armée de terre. Directement impliqué dans ces événements et soucieux d'en connaître davantage sur ces mystérieux aéronefs, le général George Marshall ordonna immédiatement qu'une enquête soit menée par son service de renseignement. Moins d'une semaine après sa requête, le général Marshall aurait appris que la marine aurait récupéré un de ces vaisseaux inconnus près des côtes de Californie et que l'armée de l'air en aurait capturé également un dans les montagnes de San Bernardino, à l'est de Los Angeles. Un autre document daté cette fois-ci de septembre 1947 fait aussi référence aux événements de Los Angeles ainsi qu'à une récupération antérieure. Dans les premiers mois de 1942 et jusqu'à tout récemment, l'intrusion de vaisseaux non identifiés a été documentée occasionnellement
mais il n'y a eu aucune enquête sérieuse de la part des ressources du renseignement du gouvernement. Même la récupération de 1941 n'a pas créé un effort d'unification du renseignement pour exploiter les gains technologiques possibles, à l'exception du projet Manhattan. C'est sur la base des informations obtenues par son service de renseignement que le général Marshall mettra sur pied l'unité des phénomènes interplanétaires, car l'enquête avait révélé que ces vaisseaux étaient, selon toute probabilité, d'origine interplanétaire. Ceci veut dire que déjà, en 1942, chacun des 3 éléments de l'armée américaine avait en leur possession des vaisseaux d'un autre monde à partir desquels il était possible de développer des technologies d'avant-garde. Cette information faisait partie des secrets les mieux gardés à l'époque et selon les directives du président Roosevelt, elle ne devait pas être partagée avec l'Union soviétique, alors alliée des Américains. Roosevelt était donc bien conscient du potentiel technologique que représentait la capture de ces vaisseaux et il comptait exploiter suffisamment cette ressource pour mettre un terme à la guerre. Les mots mêmes du président concernant la récupération de Los Angeles étaient que celle-ci était d'une grande importance pour le développement d'une super arme de guerre. Et en guise de récompense pour la brillante initiative d'avoir récupéré cette précieuse technologie, le président Roosevelt promettait, une fois la guerre terminée, que l'armée récoltera les fruits de la recherche en explorant les applications possibles de cette nouvelle merveille. L'étude de ces documents hautement classifiés, dont même les instances gouvernementales américaines nient toujours l'authenticité, nous apprend que c'est à partir de certaines composantes récupérées sur ces vaisseaux extraterrestres qu'on aurait été en mesure de développer la première bombe atomique. Une consultation avec le Dr Bush et d'autres scientifiques sur la question de trouver des utilisations possibles sur les secrets atomiques appris de l'étude d'un tel dispositif céleste rend inutile davantage de discussions et par conséquent, j'autorise le Dr Bush à entamer le projet sans plus de délai. Cette information est vitale pour la supériorité de notre nation et doit rester dans le confinement des secrets d'État. Tout au long de la Seconde Guerre, une poignée d'individus, scientifiques et militaires, savaient qu'un potentiel technologique énorme dormait dans les hangars de l'armée américaine. Le Dr Vannevar Bush, qui était alors à la tête de l'ensemble du développement technologique classifié et qui avait été mis au courant de chacune des récupérations, avait émis diverses recommandations quant aux possibilités technologiques que l'on pouvait tirer de ces engins. On peut voir dans un mémorandum daté de 1944 et classé top secret une réponse du président Roosevelt aux requêtes du Dr Bush sur la nécessité d'un programme de recherche et développement tiré de technologies extraterrestres. Je suis d'accord avec la proposition de l'OSRD concernant la recommandation apportée par le Dr Bush et le professeur Einstein qu'un programme séparé devrait être mis sur pied le plus tôt possible. Je suis également d'accord que l'application des connaissances non terrestres en matière d'énergie atomique devrait être utilisée dans le perfectionnement d'une super arme de guerre pour permettre une défaite totale de l'Allemagne et du Japon. Malheureusement pour le Dr Bush, en dehors du programme de développement de l'arme atomique, le président Roosevelt ne souhaitait pas explorer d'autres avenues de développement technologique. Bush dut ainsi attendre patiemment la fin de la guerre et la venue d'un nouveau président pour proposer ses vues en matière de recherche et développement de technologies exotiques. Mais après la guerre, le Dr Vannevar Bush ne fit pas qu'attendre le bon moment pour présenter sa vision des choses. Il commença à échafauder une structure militaro-scientifique de recherche et développement classifiée sur les bases de ce qui avait déjà été accompli dans le domaine. Le but de cette structure était de coordonner et de superviser un vaste programme de rétro-ingénierie à l'échelle nationale et internationale, lequel, une fois à terme, permettrait un contrôle global absolu grâce à la militarisation de l'espace. Les technologies extraterrestres, qui dormaient toujours dans les hangars de l'armée,
étaient loin d'avoir livré tous leurs secrets. Connaissant très bien les militaires, Bush savait que ces derniers commenceraient des projets de rétro-ingénierie à partir des vaisseaux et des débris récupérés durant la guerre. Il savait également qu'à moins d'y être forcés, les militaires ne partageraient jamais les informations obtenues de l'étude des artefacts extraterrestres. Afin de remédier à cette situation, Bush s'empressa de rencontrer les plus hauts gradés de l'appareil militaire pour leur faire part de ses préoccupations. Ces derniers comprendraient l'importance de mettre en place une nouvelle organisation qui s'assurerait de veiller sur la totalité de la recherche et du développement militaire. Le 6 juin 1946, le secrétaire de guerre Robert Patterson et le secrétaire à la marine James Forrestal établirent le Joint Research and Development Board et placèrent le Dr. Vannevar Bush comme président de l'organisme. Aux commandes de l'organisme de recherche et développement militaire le plus secret et le plus puissant du pays, le Dr. Bush pouvait enfin entreprendre son ambitieux programme de conquête spatiale. Les débris, vaisseaux et artefacts extraterrestres récupérés durant la guerre serviraient de base de départ pour la conception d'aéronefs pouvant aller dans l'espace. Les récupérations de 1941 et 1942 assuraient ainsi le développement des programmes spatiaux militaires classifiés. Toutefois, en dépit de l'avantage stratégique qu'offraient ces cadeaux littéralement tombés du ciel, ceux-ci n'avaient de véritable valeur technologique que si on avait des scientifiques suffisamment compétents pour les comprendre et en exploiter tout le potentiel. Bien qu'étant très compétents, les scientifiques américains avaient eu très peu de ressources pour étudier les technologies extraterrestres détenues dans leur entrepôt secret durant la guerre. Leur expérience dans le domaine de la rétro-ingénierie extraterrestre était pour ainsi dire quasiment nulle. Sauf exception du projet Manhattan, le fameux projet de la construction de la première bombe atomique. Mais pour les scientifiques allemands qui avaient œuvré dans diverses installations clandestines de recherche et développement tout au long de la Seconde Guerre, les technologies d'avant-garde issues de vaisseaux extraterrestres commençaient à livrer leurs secrets. En dépit du fait qu'il existe de nombreux mythes sur les technologies secrètes des nazis et que certains d'entre eux relèvent davantage de la fiction que de la réalité, il n'en demeure pas moins qu'une recherche approfondie des faits vient confirmer qu'une part de vérité existe dans ces histoires surprenantes. À la fin de la guerre, l'entrée des Alliés dans les installations de recherche et développement nazis causa une véritable onde de choc au sein des communautés militaires et scientifiques. C'est à ce moment que l'on se rendit compte à quel point les Allemands avaient investi d'innombrables ressources et beaucoup d'énergie dans la recherche expérimentale et qu'il ne s'agissait que d'une question de temps pour que ces derniers renversent la vapeur. Les scientifiques nazis avaient une avancée technologique considérable sur les Alliés parce qu'ils avaient travaillé sans relâche tout au long de la Seconde Guerre mondiale à faire de la recherche expérimentale dans presque tous les domaines de l'aéronautique et de l'aérospatiale. Toutefois, la source d'inspiration des nazis est quelque peu ambiguë. Certaines histoires racontent que leur connaissance proviendrait de l'étude de vaisseaux exotiques récupérés avant la guerre, d'autres que les nazis auraient pactisé avec une espèce extraterrestre pour prendre le contrôle de la planète. Même si on ne peut pas être d'accord avec ces théories, on ne peut cependant pas négliger le fait que les Allemands avaient développé des installations de recherche expérimentale secrètes dans différentes régions de l'Europe et qu'ils étaient sur le point de franchir le Rubicon technologique. Tandis que dans les installations secrètes de Nordhausen, les scientifiques s'affairaient à mettre au point des missiles de croisière V1, les fusées V2 et les Foo Fighters, dans le complexe Ries en Pologne, les SS géraient des projets technologiques encore plus classifiés. C'est à l'écart des bombardements alliés et dans le plus grand secret
que les restes des armes spéciales de la série V y étaient développés. L'histoire même de l'entrée des Alliés dans ces installations secrètes est entourée de mystères, car de part et d'autre, autant du côté russe que du côté américain, la découverte de ces installations et de ces technologies tombait immédiatement sous le coup des secrets militaires. De plus, en raison de la progression des Alliés en territoire allemand, les nazis avaient reçu l'ordre de détruire et de camoufler tout ce qui aurait pu donner un avantage stratégique à l'ennemi. Malgré tout, il semble bien que les Américains et les Russes aient tout de même réussi à obtenir leur part du butin de guerre technologique nazi. Certains hauts placés de ces programmes expérimentaux classifiés auraient monnayé leur vie en échange de secrets alors très convoités par les Alliés. Selon les dires même de Werner von Braun, un des scientifiques allemands expatriés en sol américain sous Paperclip, le général SS Hans Kemmler planifiait de faire un marché avec les Américains ou tout autre allié vers la fin de la guerre. Le général Kemmler était conscient de la valeur des informations qu'il détenait, car c'était lui qui était à la tête du programme du développement des armes spéciales à partir de 1944. En dépit du fait que Kemmler disparut dans des circonstances énigmatiques, il y a fort à parier que celui-ci se retrouva au sein de nouvelles installations secrètes hautement classifiées, mais opérées cette fois-ci par les Alliés. Les rumeurs entourant sa disparition mystérieuse ont laissé croire que Kemmler aurait été capturé par les Alliés au cours d'une opération secrète visant à enlever les responsables des technologies exotiques dès la fin de la guerre. Même si le cas du général Kemmler figure parmi les nombreux mythes entourant le secret des ovnis nazis, il est toutefois évident que les autorités américaines ont effectivement capturé des scientifiques nazis ainsi que leur technologie pour entreprendre des programmes du domaine aérospatial à haut niveau de classification. L'armée américaine avait ainsi le meilleur des deux mondes, car elle pouvait employer des scientifiques ultra compétents dans des domaines dont leurs propres scientifiques n'avaient à peine effleuré la surface tout en ayant la garantie de leur totale discrétion. Ayant été pour la plupart d'ardents militants du parti nazi, les autorités américaines n'avaient qu'à brandir le spectre de procès pour crimes de guerre pour s'assurer de leur entière collaboration. On pouvait donc faire travailler ces collaborateurs dans des installations ultra secrètes sur des projets hautement classifiés sans craindre de fuite de leur part. C'est sur les cendres du défunt Troisième Reich d'Hitler que se serait construite une véritable armada spatiale dans le plus grand des secrets. La NACA, prédécesseur de la NASA, aurait été fortement impliquée dans l'avancement du programme spatial militaire américain de l'après-guerre. Lequel programme, encore très peu connu du public aujourd'hui, aurait profité entre autres des avancées technologiques nazies tirées de connaissances extraterrestres. Le docteur Hugh Dryden aurait eu une carrière bien remplie en termes de projets militaires secrets. Durant la Seconde Guerre mondiale, il avait servi parmi plusieurs groupes techniques de consultants en matière aéronautique pour les forces armées américaines. La NDRC, créée par le docteur Vannevar Bush en juin 1940, figure en tête de liste de ces organismes de recherche militaire classifiés où il aurait servi. En 1945, le Dr Hugh Dryden, alors membre en règle de la NACA, fut nommé directeur adjoint du groupe consultatif scientifique de l'armée de l'air et on lui confia la tâche de préparer un rapport qui servirait de guide pour les futurs programmes de recherche et de développement de l'organisme. C'est à la suite de nombreuses visites au sein des installations secrètes découvertes en Allemagne nazie et après avoir longuement interrogé les scientifiques allemands ayant travaillé sur ces projets que Dryden aurait constitué son rapport. Le rapport de Dryden aurait jeté les bases pour la recherche de l'après-guerre dans le domaine aérospatial, et ce, autant civil que militaire. C'est en partie sur les bases du rapport de Dryden qu'on se rendit compte que même si l'occupation des Alliés en Allemagne leur permettait de récupérer de nombreux prototypes et esquisses d'une grande importance technologique, ceux-ci avaient peu de valeur à comparer aux cerveaux qui les avaient conçus. Il devint évident d'un point de vue stratégique qu'on ne pouvait laisser ces scientifiques allemands car ces derniers risqueraient de se faire absorber dans la structure communiste grandissante.
Le 3 septembre 1946, le président Harry Truman donna son accord pour que des scientifiques allemands ayant servi sous le régime nazi pendant la guerre soient expatriés en sol américain pour aider à l'avancement de programmes de recherche militaires. Certains de ces scientifiques de haut niveau feront partie des derniers ingrédients nécessaires à la mise sur pied du fameux programme de conquête spatiale. De 1945 à 1990, plus de 1600 scientifiques allemands arriveront aux États-Unis sous Overcast et Paperclip. Ceux-ci travailleront sur divers projets occultes répartis dans différentes installations secrètes du pays. Les documents, pièces et prototypes récupérés en Allemagne ont servi de point de départ dans leur travail et ils étaient livrés à même leurs nouvelles installations de recherche. La base aérienne de Wright-Patterson dans l'Ohio fut l'hôte de 200 de ces scientifiques, car il s'agissait de l'un des endroits où étaient testés et entreposés quelques-uns des prototypes aéronautiques capturés en Allemagne. L'extrait suivant, tiré d'un document transmis en 1996 par l'informateur Thomas Cantwell, nous apprend que des essais avec des ovnis récupérés étaient déjà en cours en 1945. Ce sont les scientifiques allemands issus du projet Paperclip qui auraient travaillé sur ces projets hautement classifiés. Le vaisseau S a été conçu à partir d'un aéronef récupéré au Missouri en 1941 et un autre récupéré en Louisiane en 1942. La reconstruction a débuté en 1945 avec l'aide des scientifiques allemands de Wright Field. L'armée voulait introduire ce vaisseau durant la guerre, mais les ressources et l'argent n'étaient pas disponibles. Le financement n'a été disponible pour le département de recherche et développement qu'en 1946. Toujours selon Cantwell, au moins une douzaine de vaisseaux S auraient été construits et testés sur des sites d'essais isolés du Nouveau-Mexique et du Nevada. Il y aurait eu également de nombreux décès liés aux essais du vaisseau S en raison de l'exposition des pilotes aux radiations générées par le moteur à propulsion nucléaire ainsi que des pertes de contrôle en plein vol causées par les vitesses excessives de l'aéronef. Un document daté du 22 septembre 1947 vient confirmer les dires de l'informateur Cantwell sur l'existence du fameux vaisseau S et des problèmes rencontrés lors des essais de vol. Chose étrange, une des dates mentionnées dans le document est la même que celle du crash de Roswell qui aurait eu lieu le 4 juillet 1947. S'agissait-il d'une coïncidence? L'étude d'un rapport de l'unité des phénomènes interplanétaires se rapportant au crash de Roswell daté du 22 juillet 1947 nous indique que les radars de l'armée avaient détecté des ovnis près du site d'essai de White Sands au Nouveau-Mexique à partir du 29 juin 1947. Il ne s'agissait donc peut-être pas d'un hasard si des ovnis ont survolé la même zone que celle où avaient eu lieu les essais du vaisseau S. Le fait que le vaisseau S soit propulsé à l'énergie nucléaire et qu'il était conçu à partir d'aéronefs extraterrestres récupérés est peut-être l'une des raisons de ces visites d'outre-espace. La signature nucléaire du vaisseau ainsi que la possibilité que celui-ci serve comme point de départ à de l'exploration spatiale militaire auraient pu inquiéter certaines espèces pacifiques. Ce court extrait provient d'un rapport de 19 pages présenté par le lieutenant-général Twining au président américain Harry Truman en septembre 1947. Certains membres ont exprimé l'idée que le vaisseau récupéré pouvait être le produit d'une culture avancée provenant d'une autre planète, laquelle serait beaucoup plus vieille que la nôtre et aurait utilisé la science et l'intellect pour les voyages spatiaux interplanétaires. Le rapport en question fait suite à une mission exploratoire de 2 mois au Nouveau-Mexique d'un comité militaro-scientifique. Ce comité avait eu comme mandat
sur ordre du président lui-même, de fournir un compte-rendu détaillé des événements s'étant produits dans la région de Roswell en juillet 1947. La nature exceptionnelle des événements de Roswell aurait transformé la structure du renseignement américain et accéléré de façon exponentielle les programmes de recherche et développement militaire classifiés. C'est donc après avoir présenté ce rapport détaillé que le président américain Harry Truman donna son aval pour la création du comité MJ-12 et de l'opération Majestic 12. Un comité créé en 1947 pour gérer l'ensemble du développement technologique classifié en lien avec les ovnis. Le comité MJ-12, formé de scientifiques, d'industriels et de militaires, était à l'origine des différentes recommandations présentées dans le rapport de Twining. Jerome Hunsaker, un ancien officier de la marine, présida la NACA de 1941 à 1956. Hunsaker aurait fait partie de la liste des premiers membres du comité MJ-12. Lors de son décès en 1984, Hunsaker fut le dernier membre vivant du comité MJ-12, dont les noms étaient listés sur un document daté de novembre 1952, le Eisenhower Briefing Document. Les documents Majestic 12 commencèrent à circuler librement peu de temps après sa mort. C'est également dans le Eisenhower Briefing Document que l'on voit pour la première fois dans les milieux ufologiques le nom du Dr Vannevar Bush, clairement identifié comme étant président du comité MJ-12 et donc à la tête de l'ensemble de l'opération Majestic 12. On peut voir aussi dans un autre de ces documents, le manuel des opérations spéciales du groupe Majestic 12, les circonstances de l'établissement d'un tel comité. L'opération Majestic 12 a été établie par ordre présidentiel classifié le 24 septembre 1947 sur la recommandation du secrétaire à la Défense James Forrestal et du Dr Vannevar Bush, directeur du JRDB. Les opérations sont menées sous la directive d'un groupe top secret de renseignement de recherche et développement se rapportant seulement au président des États-Unis. En d'autres termes, si on en croit ces documents, ceci signifierait que le président américain Harry Truman et son successeur Dwight Eisenhower avaient un comité spécial qui s'occupait non seulement de la récupération et de l'étude de vaisseaux spatiaux extraterrestres, mais qui veillait aussi à ce que l'ensemble de l'opération reste secret pour les raisons suivantes. La plus grande menace à ce moment provient de l'acquisition et de l'étude de telles technologies avancées par des puissances étrangères non amicales aux États-Unis. C'est pour cette raison que la récupération et l'étude de ce type de matériel ont reçu une si haute priorité par les États-Unis. L'étude approfondie de cette importante documentation nous oblige à prendre en considération que les Américains ont effectivement récupéré des vaisseaux extraterrestres et que d'importantes ressources furent attribuées après la guerre pour reproduire autant que possible ces technologies d'un autre monde. C'est dans ce même rapport provenant du lieutenant-général Twining que l'on retrouve le nom de James Doolittle, un général maintes fois décoré de l'armée de l'air des États-Unis. Ce qui est intéressant de savoir à propos de cet homme, c'est qu'il occupera la fonction de président de la NACA 10 ans plus tard, soit de 1957 à 1958. Il semble donc évident à la lumière de ce qui est écrit dans ce document que la NACA avait été consultée lors des événements de Roswell et que ses administrateurs savaient très bien que des vaisseaux extraterrestres avaient été récupérés. C'est ainsi que l'on peut voir que la NACA et ses dirigeants étaient directement impliqués dans le processus de recherche et développement classifié en lien avec les ovnis ainsi que leur participation dans la fameuse opération Majestic 12. Et afin de conserver le secret sur toute cette opération d'envergure, il a été convenu durant l'administration Truman que l'ensemble des projets de recherche et développement du domaine militaire spatial soient transférés vers des industries privées. Le secret est effectivement plus facile à conserver dans le privé car les industriels n'ont pas de compte à rendre à la population ni aux membres du Congrès. Malheureusement, il semble que cette situation ait donné un pouvoir énorme à une élite militaro-scientifique identifiée aujourd'hui comme étant le complexe militaro-industriel. Et c'est justement pour nous mettre en garde concernant cette prise de contrôle que le président Eisenhower avait prononcé ces paroles lors de son discours d'adieu en 1961.
Dans nos réunions gouvernementales, nous devons nous garder d'accepter toute ingérence intempestive émanant du complexe militaro-industriel, qu'elle soit spontanée ou provoquée. La possibilité d'une désastreuse et inopportune prise de contrôle existe et persistera. Nous ne devrions jamais tolérer que le poids de cette éventualité mette en danger nos libertés ni nos structures démocratiques. C'est donc sur les bases de l'opération Majestic 12 que se serait construit le fameux programme spatial clandestin, programme auquel la NACA fut directement impliquée dans le développement de technologies avancées qui, même encore aujourd'hui, ne sont pas encore reconnues du public. Gary McKinnon semble donc avoir cherché à la bonne place lorsqu'il a ciblé les ordinateurs de l'armée américaine et de la NASA pour tenter d'y découvrir des informations sur le secret des ovnis. Étrangement, quelques mois à peine après l'arrestation de McKinnon par les autorités des crimes informatiques britanniques, des changements majeurs sont survenus au sein de la structure même de l'armée américaine. Le fameux commandement spatial américain, duquel le jeune hacker avait été en mesure de voir une liste d'officiers non terrestres dans ses ordinateurs, a cessé d'exister. Les opérations de ce commandement spatial ne cessèrent pas pour autant, mais furent transférées au commandement stratégique des États-Unis, un commandement militaire de combat dont les activités sont la dissuasion stratégique dans les guerres globales dans l'espace et le cyberespace. Ceci signifie que des ressources sont présentement utilisées dans une guerre où le terrain d'opération est l'espace. Certains peuvent comprendre que ces activités ne sont que l'emploi de satellites et du traitement de données issues de ceux-ci, mais les informations recueillies au cours de nos recherches tendent à démontrer un état des faits bien différent. Il semble qu'au cours des dernières décennies, et dans le plus grand des secrets, que la NASA aurait participé au développement de technologies spatiales classifiées et à l'avancement d'un programme de militarisation de l'espace à grande échelle. Un programme d'une telle envergure que la totalité de l'espace entourant notre planète serait désormais sous contrôle militaire.